Et donc, je vais appeler à mes côtés un autodidacte, je vais lui donner le micro, Mathéo Gachon. Il vit dans une petite commune, une autre sous-préfecture, qui a décidé d'être en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est la sous-préfecture d'Apt. Apt, c'est la communauté de communes, laquelle donc du pays d'Apt-Luberon. Donc c'est une toute petite EPCI. Luberon. Et Mathéo, dont je connais un des professeurs de son enfance, où il était un peu le cancre dans la classe, intelligent mais sans suivre, il a fait 0 doctorat, 0 études. J'ai un bac quand même. Il a un bac. Qui est pas si mal. Voilà. Et avec ce bac, comment vous êtes rentré dans l'intelligence artificielle, puis racontez cette histoire incroyable où vous voulez aider votre grand-mère et vous mettez à faire de l'intelligence artificielle par amour de votre grand-maman. Ça a commencé, c'était pas au début de l'intelligence artificielle, c'était ce qu'on appelle de l'IoT, donc des objets connectés. J'ai une grand-mère qui s'est retrouvée seule, qui est âgée et qui est en bonne forme physique et mentale, mais qui s'est retrouvée seule. Et l'enjeu, c'était de pouvoir la sécuriser, puisqu'elle m'envoie un message WhatsApp absolument tous les matins. Et donc, je savais, lorsqu'elle m'envoyait pas un message ou lorsqu'il y avait du retard, qu'elle avait fait un malaise ou qu'elle se sentait pas très bien. Et c'était déjà un premier indicateur de son état de santé, aussi archaïque soit-il. Et donc du coup j'ai pris l'initiative d'installer un détecteur de mouvement, donc c'est un capteur infrarouge qui détecte les mouvements de masse de corps chauds, on va dire, donc notamment les corps humains, dans une pièce où il y a beaucoup de passages, et ça constituait une timeline, on va dire, de l'activité journalière. Et l'après-midi il y avait plus d'activité que le soir. Et petit à petit j'ai commencé à créer des tendances sur cette simple nature de détection qui est le mouvement. Et c'est de là que j'ai commencé un peu à m'intéresser à la statistique, au développement aussi logiciel pour quantifier ça et pour arriver à le comprendre de façon plus intéressante. Aujourd'hui, c'est quand même un concept un peu plus poussé puisqu'on utilise bien d'autres natures de détection et je vais les présenter si vous êtes d'accord de passer au slide suivant. En sachant que vous êtes directeur général aujourd'hui, oui, à 31 ans, d'une entreprise qui s'appelle EEC Technologies. Oui. Je vois M. Polizzi qui commence à réfléchir. Et qui travaille sur les technologies d'intelligence artificielle pour les seniors. Hein, tout à fait. En fait, de toute façon, je vais expliquer rapidement. Notre mission, c'est de protéger les personnes âgées qui sont isolées dans l'environnement, puisque c'est là qu'il y a les risques les plus importants qui se présentent. Il fallait faire un outil qui soit autonome, donc qui s'adapte à l'environnement et à la personne, qui ne demande aucune action pour fonctionner, donc qui fonctionne tout seul et qui respecte la vie privée, puisqu'on rentre quand même dans l'intimité d'une personne. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'introduire ni micro ni caméra dans les capteurs qu'on utilise. Donc ça c'est notre boîtier, mais en fait je l'ai ramené en physique. Oui, alors ça ce sont les petits capteurs qu'on utilise et qu'on dispose dans les pièces à vivre. Donc actuellement on travaille uniquement avec les EHPAD, on en met 2 par chambre. Et notre but c'est d'arriver à sécuriser le résident la nuit, puisqu'il n'y a que 2 salariés pour 80 résidents environ. Et que lorsqu'une personne chute, en fait on ne détecte pas la chute. Et c'est mieux que le bouton, parce que quand il est vraiment tombé, le bouton, il n'appuie pas dessus pour appeler. Alors, c'est ça. Hein, il y a une typologie de chute lourde qui peut entraîner une perte de conscience ou en tout cas une désorientation qui fait qu'ils ne vont pas appuyer sur le bouton. Il y a des personnes aussi qui ne savent pas à quoi servent leur montre ou leur collier. Et également, il peut tout simplement ne pas être porté. Donc, même si c'est un outil qui a déjà sauvé des centaines de milliers de vies, on estime qu'on est capable de faire un peu plus aujourd'hui grâce à l'IA. Et quelles sont les 6 données que vous avez sur votre capteur alors lui, principalement, ce dont on se sert le plus, c'est le mouvement, mais on utilise aussi la vibration, la température, l'hygrométrie, la luminosité et le taux d'UV. Donc tout ça, ça parle pas trop et c'est des données brutes qui sont pas très intéressantes toutes seules. Par contre, quand elles sont localisées dans un environnement et quand on y applique du machine learning, on arrive à comprendre beaucoup de choses en corrélant les données auxiliaires. Combien de jours pour comprendre la vie d'une personne âgée à peu près, alors, en paramétrage de vos systèmes d'intelligence artificielle? Immédiatement, on est capable de détecter les chutes, donc qui seront alertés par téléphone aux intervenants qui sont sur place. Donc vous avez une voix automatique qui va dire anomalie dans la chambre, par exemple 110. Et après, pour créer une empreinte des habitudes de la personne, on met à peu près 15 jours, mais ça ne cesse de s'affiner tout le long en fait, de son installation. Et vous n'enregistrez pas ni sa conversation, ni son image. Hein, mais on n'a pas de micro, pas de caméra. Voilà, donc c'est un système de protection de la Et je ne l'ai pas ramené, mais on a un bandeau lumineux qui fait à peu près 1 mètre aussi, qui s'allume dès que la personne se lève pour prévenir la chute. Voilà. On peut passer au suivant. Donc là, vous avez le boîtier qui est ici, donc qui héberge l'électronique. Ce boîtier-là, il va gérer 4 à 6 chambres, on le met en couloir d'EHPAD. Et après... Ça, vous l'avez fabriqué à Apt, hein? Oui. Et alors, c'est fait quoi? Avec une imprimante 3D? Alors c'est ça, un peu notre concept, c'est de mêler IoT, intelligence artificielle et impression 3D.
Et en fait, avec un ordinateur portable et une imprimante 3D, on arrive à créer des outils électroniques. Donc c'est ça l'ordinateur, tout simplement? Exactement. Donc là, il y a un processeur, là, de la RAM. Ça, c'est une batterie. Donc dans notre logique de continuité de service, on veut absolument être indépendant de tous les facteurs externes. Donc s'il y a une coupure de courant, on continue de fonctionner pendant 4 à 6 heures. Et ça, c'est quoi? Et ça, en fait, c'est un modem 4G. Donc pareil, on veut s'affranchir des connexions Internet qui sont dans les établissements. Donc là-dedans, il y a une puce GSM qui marche en 2G, 3G, 4G, multi-opérateurs, SFR, Bouygues et Orange. Et aujourd'hui, il y en a combien d'installés déjà des boîtiers? Alors aujourd'hui, on a 17 chambres d'installés. On vient de signer nos 3 premiers clients. Donc on a fait plus d'1 an de tests avec un partenaire. Et on va également collaborer avec l'Agence régionale de santé, le département. Donc c'est un début. L'ARS, voilà. Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est made in Provence, à côté de chez vous, dans en un partie, lieu qui en s'appelle la partie parce que Vaucate, hein. tout à fait. Alors il y a beaucoup d'électronique qui vient d'Asie, quasiment tout qui est produit en Asie. Par contre, l'assemblage, le logiciel et la facture du boîtier sont faits dans nos petits bureaux en zone rurale. Et donc, dernière... il y a encore un slide? J'en ai encore quelques-uns. Mais... Oui, allez-y, racontez Alors, votre histoire, parce que c'est concret. On voit que l'intelligence artificielle, c'est de la programmation, mais c'est l'électronique, c'est du travail sur mesure, et ça naît sans aide d'État au départ. C'est quelqu'un qui invente tout seul dans son village de Provence un système de suite. Donc nous, on a 3 étapes pour réduire les anomalies et les détecter. Donc on a une interface de gestion sur laquelle on va suggérer aux soignants. Donc ça va être le médecin coordonnateur et le cadre de santé, les profils qui auront un changement d'habitude conséquent. Donc par exemple, une personne qui dormait bien et qui se met à se lever plusieurs fois par nuit, ça peut être le résultat, par exemple, d'un changement de médication, l'apparition d'une pathologie. Tout ça, c'est des causes externes qu'eux vont avoir. Par contre, si on ne leur dit pas ce qui se passe en huis clos la nuit quand il n'y a personne, ils ne peuvent pas le remarquer. Donc c'est une information qu'on leur apporte pour faire de l'anticipation de chute, essentiellement. Après, donc, on fait de la prévention en éclairant le chemin lumineux de la personne dès qu'elle se lève automatiquement. Et enfin, on fait de la détection, donc notre boîtier qui passe les appels téléphoniques pour que les intervenants soient au bon endroit au bon moment. Donc le bénéfice pour les résidents, c'est qu'on protège leur intégrité physique, on conserve leur autonomie plus longtemps. Il faut savoir que 85% des chutes sont dites molles ou lentes, c'est-à-dire que c'est le fait de rester au sol parce qu'elles n'arrivent pas à se relever qui vont entraîner des séquelles et de la perte d'autonomie, alors qu'en fait c'est largement évitable, donc ça conserve leur autonomie plus longtemps et on respecte complètement la vie privée. Pour l'EHPAD, alors leurs soignants ils peuvent être au bon endroit au bon moment, donc on est sûr. Actuellement, vous avez une moyenne de 2 intervenants la nuit pour 80 chambres en EHPAD. C'est rarissime qu'il y en ait 3. J'ai déjà vu des établissements où il y en avait 3, mais c'est parce qu'il y avait des unités spécialisées. Notre outil permet justement que ces 2 personnes-là ne passent pas à côté d'une chute, et donc ça optimise grandement leur temps. Donc les résidents sont plus autonomes puisqu'ils ne vont pas à l'hôpital pour une chute molle ou pour une chute lente. Donc ils continuent à faire leur toilette, à s'habiller eux-mêmes, on conserve leur autonomie le plus longtemps possible. Donc c'est un gain de temps aussi pour l'établissement. Et surtout c'est un outil qui ne demande aucun changement d'habitude, ni pour les intervenants, ni pour les résidents. Il n'y a pas de formation, ça fonctionne tout seul. Et enfin après pour les institutions, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ARS et le département, l'assurance maladie également, ça permet de réduire les coûts qui sont liés aux chutes et surtout au maintien au sol qui sont facilement évitables. On peut quantifier et comprendre les actions qui se déroulent à huis clos alors qu'avant c'était impossible. Et enfin, on aide les EHPAD à faire plus avec autant de moyens parce que le coût d'un outil comme le nôtre, tout compris, maintenance, installation, c'est entre 15 et 20 euros par mois au bout de 5 ans. Donc c'est vraiment ridicule par rapport à ce que paie un résident pour résider dans l'EHPAD. Voilà. Dernière question, Mathieu. Oui. Alors, comment vous avez fait pour apprendre tout seul l'intelligence artificielle? Comment on fait ça? Merci YouTube déjà en grande partie, ou Udemy qui sont des plateformes sur lesquelles on peut apprendre rapidement sur des domaines qui sont très spécifiques. Les Américains ont de l'avance sur nous en intelligence artificielle, ce qui n'est pas très grave parce que même si on a du retard, la technologie fait que le retard se rattrape très vite. Mais voilà, c'était plutôt sur des formations anglaises. Et alors, qu'est-ce que vous aimeriez apporter à l'AFPA? Parce que là, vous venez, et je crois de savoir que vous êtes prêt à aider Alain Mahé, les équipes d'AFPA à Distre, à décoller. Alors, quelle est l'idée qui vous vient là, en étant ici reçu à Istres? Alors moi, vraiment, je m'identifie beaucoup aux adultes qui apprennent parce que j'ai écrit ma première ligne de code fin 2017. Voilà, j'ai commencé à développer, c'était vraiment du web développement, donc c'était même pas de l'IA. Je pense qu'il y a vraiment un chemin d'apprentissage qui peut être vraiment, où on peut partir de zéro et on peut apprendre beaucoup là.
Nous, on est très fiers d'avoir détecté déjà un bon nombre de chutes et d'avoir potentiellement sauvé des gens avec ce qu'on a appris tout seul. Ce que j'aimerais souligner, c'est la force de l'apprentissage du code et d'en faire des outils en achetant de l'électronique et en les mettant dans des boîtiers. En fait, on arrive vraiment à concrétiser un apprentissage assez rapide. Donc, pour moi, il a pris quand même plusieurs années, mais j'ai appris les modélisations, j'ai appris l'IA, j'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, avec les outils no-code, on est tous capables de faire un programme d'intelligence artificielle aussi simple soit-il, mais pour faire un POC, ça dépend après de la complexité du cahier des charges, mais en 15 jours, si on maîtrise l'outil no-code, sans savoir développer, on peut déjà créer un outil et le tester, quoi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et donc, s'il y avait le technicien augmenté formé à IST dans un stage, qu'est-ce que vous leur amenez? Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de démonter votre boîte, là, et le matin de faire la théorie, l'après-midi de tout remonter, plus vous truffez quelques capteurs de panne et de système, puisque le technicien augmenté, demain, il va corriger le boulot qu'a fait l'ingénieur, quoi. L'ingénieur fabrique un système, il tombe en panne, et c'est le technicien qui sauve l'ingénieur parce qu'il sait changer les 3 capteurs. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, open source, qui fournissent une interface graphique pour administrer. Donc, même s'il y a des développeurs qui vont faire du code brut, l'administration, c'est une grosse partie du travail. Par exemple, nous, très modestement, on a une petite chaîne de création et d'assemblage. Donc, on a nos imprimantes 3D qui vont venir fabriquer les boîtiers. On vient assembler l'électronique et les mettre dans les boîtiers. Et puis après, on vient appairer les capteurs à ces boîtiers-là. Tout ça, c'est du travail, c'est du temps. C'est de la main-d'œuvre qui est créée par l'intelligence artificielle, à l'inverse d'en supprimer. Donc il y a énormément de boulot, hein, même dans l'installation et la maintenance des parcs qui sont installés, il y aura beaucoup de travail et c'est quelque chose qui s'apprend en quelques semaines, quelques mois. Voilà, et donc l'intérêt, c'est demain de mixer de la formation théorique sur l'intelligence artificielle avec la manipulation pratique, parce que c'est là en partie que le technicien va trouver du plaisir. Et donc, pas simplement d'être dans la partie très universitaire, très haut de gamme et très recherche, mais vraiment comment on rentre ce qu'a dit Kevin Polizzi dans le concret.